On va donc passer au dernier dossier de cette conférence, le dossier numéro 5, un tableau de troubles neurologiques fébriles chez une jeune femme. Donc pour vous résumer l'observation, un tableau associant céphalée, fièvre élevée, déficit neurologique focal et un tableau hallucinatoire chez une jeune femme, a priori sans antécédent. On va commencer par la première question. Quelles sont les 4 principales causes d'encéphalite infectieuse chez l'adulte? Et quels sont, au-delà de ces 4 causes, les principaux diagnostics différentiels à envisager ici? Alors, il y a une étude qui est sortie récemment en France qui a démontré que les 4 principales causes d'encéphalite infectieuse étaient herpès simplex, varicelle zona, l'hystéria et la tuberculose. Ces 4 causes sont maintenant connues de tous les infectiologues comme étant les 4 causes dominantes et ce sont 4 items forcément cotés et forcément au-dessus des autres dans la liste des causes infectieuses d'encéphalite, du fait de ce papier récent paru dans Clinical Infectious Disease. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question, pour que vous connaissiez tous cette top liste des causes d'encéphalite infectieuse. Quels sont les principaux diagnostics différentiels à évoquer? Alors, tout sepsis sévère peut s'accompagner d'une note encéphalytique, c'est le premier diagnostic différentiel, et si vous l'oubliez, c'est un 0. Deuxièmement, une méningite bactérienne peut avoir cette présentation encéphalytique, vous savez que c'est un facteur de gravité, et ici cette patiente avait une note méningée sous la forme de céphalée diffuse et d'une photophonophobie. Deuxième diagnostic différentiel possible, deuxième 0 si oubli. Troisième cause, un abcès cérébral, un empyème, une thrombophlébite peuvent également avoir cette présentation et fébrile et neurologique focale. Enfin, un paludisme grave peut avoir exactement cette présentation et vous le savez bien. Au-delà des diagnostics infectiologiques, il ne faut pas oublier les prises de toxiques et les saignements intracrâniens qui sont rarement aussi fébriles malgré tout, il faut l'avouer. La deuxième question s'appuie sur une donnée précise de l'examen clinique qui est la mise en évidence de lésions vulvaires post-vésiculeuses. Le scanner cérébral est normal, la ponction lombaire montre une méningite lymphocytaire, une hyperprotéinorachie, une glycorachie qui n'est pas diminuée. Quel diagnostic suspectez-vous en priorité? Pourquoi? Comment le confirmer? Un dossier très classique. Donc on suspecte une méningoencéphalite herpétique compliquant une infection herpétique génitale. Les arguments, un sujet jeune, pas d'antécédent particulier cité dans l'observation, une fièvre élevée, c'est un argument très fort en faveur du diagnostic, et on a tous appris petit qu'il n'y a pas de méningoencéphalite herpétique sans fièvre. Un autre élément fort, c'est la présence de signes neurologiques focaux et de ce tableau hallucinatoire, et puis ces lésions post-vésiculogénitales qui nous orientent très fortement vers ce diagnostic. Les aspects biologiques sont surtout ceux de la méningite lymphocytaire, hyperprotéinorachique, à glycorachie normale, des arguments compatibles avec ce diagnostic, même s'ils ne sont pas pathognomoniques. Le scanner normal n'exclut absolument pas le diagnostic et vous savez qu'il fera compléter le bilan par une IRM et un électroencéphalogramme. Bien sûr, il ne faudra pas retarder le traitement qui est une urgence. Quel examen allez-vous demander pour le confirmer? Vous savez que la ponction lombaire est une urgence ici, avec la PCR herpès dans le LCR. Elle a été faite, il suffit de garder un tube pour faire une PCR HSV dans le liquide céphalorachidien, pour mettre en évidence de l'ADN d'HSV, qui fera diagnostic. Bien sûr, on n'attend pas cette confirmation diagnostique qui prendra plusieurs heures ou plusieurs jours pour commencer un traitement spécifique qui est une urgence totale. Dans ce cas, est-il nécessaire de réaliser en plus une IRM cérébrale et un EEG? Ah oui, totalement, ça fera partie du bilan. Alors bien sûr, pas à la phase aiguë, mais pas à la phase immédiate, là, comme ça, on accueille aux urgences, mais certainement, ça fera partie du bilan. L'IRM a une bien meilleure sensibilité pour faire les diagnostics des lésions d'encéphalite herpétique, avec ces lésions bitemporales que vous connaissez bien, et alors que le scanner est souvent normal, l'IRM sera d'une excellente rentabilité. Quant à l'électroencéphalogramme, devant ce tableau hallucinatoire, il pourra faire la part de crises convulsives complexes. Donc oui, vous avez raison, c'est tout à fait pertinent et important. On va passer maintenant à la question numéro 3. Le diagnostic est confirmé. Quels sont les grands principes de votre prise en charge?
Alors, c'est une urgence médicale. Si vous oubliez ça, vous avez zéro, au moins toute la question. La prise en charge se fera en soins intensifs ou en réanimation. C'est une patiente qui a un tableau hallucinatoire, déficitaire, donc un tableau neurologique extrêmement sévère, qui peut encore s'aggraver et qui peut justifier de mesures réanimatoires à tout moment. Il y a un traitement étiologique, c'est un traitement antiviral dirigé contre les herpès virus. En pratique ici, c'est l'aciclovir intraveineux. La posologie, c'est 15 mg kg/8h et ça va durer 3 semaines. Ce traitement se commence dès la moindre suspicion clinique d'encéphalite herpétique, quitte à rétrograder devant les résultats de la PCR, qui est extrêmement sensible et spécifique. Il y a tout un volet symptomatique qui ici est très important, la lutte contre l'hypertension intracrânienne, la prise en charge s'il y avait convulsion, de convulsions par anticonvulsivants, des antalgiques antipyrétiques, la prévention des complications thromboemboliques, la correction des troubles hydroélectrolytiques qui sont fréquents devant ce tableau d'agitation et de fièvre élevée. À distance, il y aura une rééducation motrice. Il ne faut pas oublier le traitement des soins locaux des lésions post-vésiculeuses pour éviter qu'elles ne se surinfectent. Et comme à chaque fois dans les questions d'infectieux, même si on ne vous le demande pas, on attend le mot surveillance, efficacité, clinique et paraclinique, tolérance, clinique et paraclinique du traitement. On va passer maintenant à la question numéro 4. Finalement, la patiente guérit sans séquelles. On va pouvoir quitter ce domaine des maladies infectieuses pour aborder un autre chapitre. Elle quitte le service et elle organise une petite sortie dans un petit bistrot. Mais malheureusement, le lendemain, 3 des convives développent un tableau fébrile avec des diarrhées. Donc, 3 convives ont la fièvre et la diarrhée. Quel est votre diagnostic? Il s'agit donc d'une toxi-infection alimentaire collective. Quels sont les agents impliqués dans ce type de pathologie? Alors, là, c'est une banale question de cours. Vous savez qu'il y a 2 grandes familles de toxi-infections alimentaires collectives. La première, c'est la grande famille des TIAC à présentation dysentérique. Salmonelle, Shigella, Campylobacter, Yersinia. La deuxième famille, c'est la famille des TIAC avec une présentation plus toxinogène. Alors que retrouve-t-on ici? Staphylocoque doré, dont vous connaissez l'incubation très courte, le tableau digestif O associé, Clostridium perfringens, Bacillus cereus associé au riz, puis beaucoup plus rarement dans des contextes particuliers, le très populaire Escherichia coli, entérohémorragique que vous connaissez bien en ce moment, la souche O57H7. On va passer à la question numéro 5 maintenant. Finalement, sur une hémoculture d'un des participants à ce fameux dîner, on va identifier une salmonelle enteritidis. Alors, salmonelle, quel est l'aliment le plus fréquemment en cause? Il s'agit de l'œuf, il faut le savoir. C'est une question qui peut tomber, qui d'ailleurs fait partie des toutes petites questions d'un des cas cliniques du PILI dans la matière. Quels sont les principes de votre traitement? Alors, toujours ce même plan en maladie infectieuse. C'est une bactériémie à salmonelle, donc ça justifie un traitement hospitalier. Donc le cadre, un traitement en urgence, hospitalier, ça peut être en médecine. Le traitement étiologique est un traitement antibiotique parentéral intraveineux par céphalosporine de 3e génération, type ceftriaxone, pour une durée de 15 jours. C'est une septicémie. Il y a un volet symptomatique qui comporte le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique chez ces patients diarrhéiques, un traitement antidiarrhéique symptomatique. Et là, il y a un message fondamental et très basique qui est la contre-indication formelle et absolue des traitements antidiarrhéiques ralentisseurs de transit dans ces diarrhées avec des germes potentiellement dysentériques. Il faut empêcher la pullulation microbienne, il faut contre-indiquer les ralentisseurs de transit et préférer des traitements antisécrétoires comme le racécadotril, le Tiorfan. Donc ce volet symptomatique comporte le maintien du traitement de l'équilibre hydroélectrolytique, le traitement antidiarrhéique, la prise en charge de la douleur avec des antispasmodiques, de la fièvre avec du paracétamol, si température supérieure à 39 est mal tolérée. Ne pas oublier la déclaration obligatoire des toxi-infections alimentaires collectives et puis la surveillance. Alors, quels sont les autres sites classiques d'infection par cette bactérie? Il y a un certain nombre de sites tout à fait classiques et qu'il faut connaître, qui sont des zones de prédilection de salmonelle, qui sont les infections ostéo-articulaires, les infections de prothèses vasculaires, d'anévrisme,
Et puis les infections neuroméningées, les abcès à salmonelle sont une entité classique. Je vous ai listé d'autres sites plus rares dans le corrigé, mais ce sont ceux-là qu'il faut connaître et retenir et noter le jour de l'ECN. On va passer maintenant à la question 6. Finalement, en relais de ce traitement par céphalosporine de 3e génération, vous avez choisi de traiter votre patient par une molécule qui s'appelle l'ofloxacine par voie orale. Je vous demande donc de me dire quel est le spectre de cette molécule, son mécanisme d'action et les effets secondaires principaux qu'il faut connaître et dont il faut prévenir le malade. Alors, le spectre des quinolones, des fluoroquinolones systémiques de 2e génération, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, comporte un certain nombre de bacilles gram-négatifs. D'abord des entérobactéries. Quand elles sont sensibles, c'est plus de 90% des entérobactéries actuellement en France, de manière générale. Et puis des bacilles gram-négatifs à tropisme plus ORL ou respiratoire, Moraxelle, Hémophilus. Les bactéries intracellulaires également, le staphylocoque doré, sensibles à la méticilline. Il y a également un effet, mais qui est uniquement in vitro, des quinolones sur les mycobactéries. Cette famille est capable d'inhiber la croissance in vitro, parfois de négativer les prélèvements de crachat, et c'est pour ça que notamment les pneumologues ont certaines réserves à utiliser les fluoroquinolones tant qu'on n'a pas écarté le diagnostic de tuberculose. Quel est le mécanisme d'action de cette famille de molécules ? Eh bien, les quinolones inhibent la topoisomérase. La topoisomérase 2, la gyrase, la topoisomérase 4 également. Donc ça inhibe la synthèse ADN et par ce biais-là, ça a un effet extrêmement bactéricide sur la bactérie. Les effets secondaires sont très simples. Tendinopathie, phototoxicité, toxicité hépatique, en particulier pour la moxifloxacine, et allongement du QT pour la moxifloxacine. La toxicité sur les tendons est plus marquée chez les sujets âgés et sous corticoïdes. Je vous ai rappelé dans le corrigé les spectres d'autres fluoroquinolones plus récentes qu'on appelle les fluoroquinolones antipneumococciques, moxifloxacine, lévofloxacine, vous trouverez tout cela dans le corrigé écrit. On va passer maintenant à la 7e question. Donc finalement, cette patiente guérit, elle reconsulte quelques années plus tard. Elle est enceinte, une première grossesse, et elle a une éruption herpétique vulvaire à 37 semaines d'aménorrhée. Quels sont les risques pour son enfant? Quels sont les grands éléments de la prise en charge? Alors, puisque cette femme a fait dans la première question de ce cas clinique une méningoencéphalite herpétique, on est bien d'accord qu'il s'agit ici, en tout cas de manière certaine, d'une récurrence d'herpès génital. Alors vous savez que les récurrences herpétiques sont beaucoup moins à risque de transmission à l'enfant que les primo-infections. Cependant, cette récurrence survient à 37 semaines, donc au niveau du dernier mois de la grossesse. Donc le risque, c'est celui d'un herpès néonatal, avec un enfant qui accoucherait au moment où la maman a encore une éruption vésiculeuse vulvaire et qui inhalerait et ingérerait ces particules herpétiques et donc développerait un tableau qui est celui d'un herpès néonatal qui peut prendre plusieurs formes. La forme la plus sévère, c'est une forme disséminée avec une atteinte septicémiante multi-organe et une défaillance multiviscérale précoce. Il y a aussi des atteintes neurologiques qui prennent la forme de méningoencéphalite. Et puis il y a des formes rares et de meilleurs pronostics qui sont des formes cutanées limitées avec une éruption généralisée mais qui ne s'accompagnent pas de virémie ni de localisation viscérale. Donc le risque effectivement est plus limité au cours d'une récurrence parce que le niveau de charge virale locale est plus faible, néanmoins il n'est pas nul. Donc les grands principes de la prise en charge de la maman sont les suivants. La maman doit recevoir un traitement antiviral par valacyclovir du Zélitrex. Vous n'avez pas à vous positionner, mais il faut écrire qu'on discute la césarienne lorsqu'il y a encore des lésions visibles au moment de l'accouchement. Et vous n'avez pas à aller plus loin que ça. L'idée est d'éviter le passage de la filière génitale par un enfant au moment où il y a encore des lésions actives pleines de virus. Oui, chez la femme enceinte, doit-on systématiquement documenter l'infection herpétique par une sérologie? En fait, ce qu'il faut faire chez la femme enceinte, c'est documenter une infection. Donc il n'y a pas de sérologie systématique, mais il faut prélever les vésicules s'il y a des lésions actives pendant la grossesse, afin d'affirmer au moins une fois qu'il y a eu de l'herpès.
C'est important pour mettre en évidence de l'herpès dans des lésions ultérieures au moment de l'accouchement. On n'a pas forcément le temps de faire ces prélèvements. Voilà, je vous remercie, c'est la fin de cette question et de ce dernier dossier, le dossier 5 de votre conférence sans thème numéro 15.